et Romain Slétine de l'Institut. Je voulais juste remercier Ladi, qui est en fait le fondateur l'un des fondateurs de l'Institut, pour cette idée qu'on a travaillé ensemble. Juste pour vous rappeler, mais je pense que tout le monde connaît Ladi, c'est une structure qui a été créée en 89 par justement l'économiste Maria Novak. Alice nous racontera un peu plus la création de l'Institut, mais donc l'ADI, c'est un réseau d'accompagnement qui finance aussi des entrepreneurs et des créateurs de micro-entreprises. Et l'idée, c'était de voir, et qui est membre du labo depuis déjà quelques années, et l'idée, c'était de voir avec l'ADI et l'Institut Maria Novak comment les questions qui traversent l'économie sociale et solidaire, en particulier sur les politiques de l'emploi, pouvaient être reconnues et retravaillées, en particulier avec une nouvelle notion que l'Institut est en train de développer, qui est l'entrepreneuriat populaire. Je te laisse la parole, Alice, pour présenter un peu plus l'Institut, et après on laissera aussi la parole à Romain qui nous parlera plus particulièrement justement de cette nouvelle notion qui est un peu émergente de l'entrepreneuriat populaire. Je vous remercierai d'éteindre vos micros pendant que les deux intervenants parlent, et puis on gardera 10 minutes à la fin pour vos questions. Si vous avez d'ailleurs des réactions, des questions pendant les interventions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on pourra les faire remonter au moment voulu. Merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Amélie. Eh bien, enchantée. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Moi, je suis Alice Rabourdin, je suis responsable de l'Institut Maria Novak. Et donc, je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que l'Institut avant de laisser la parole à Romain. Mais donc, comme le disait Amélie, l'Institut Maria Novak a été créé par l'ADI en 2024. Donc, l'ADI est une association qui existe depuis 35 ans et qui a toujours eu une histoire de faire des études d'impact, d'étudier l'impact qu'elle a sur le terrain en fonction des projets qu'elle mène, aussi pour mieux connaître ses clients et leurs besoins. Mais depuis plusieurs années, observait quand même qu'il y avait un manque de contexte parce qu'elle a développé une très bonne connaissance de ses clients. Et finalement, ce dans quoi ses clients s'inscrivaient et ce qui se passait au niveau de l'entrepreneuriat autour de ses clients n'était pas couvert dans les études. Et la recherche académique sur le sujet de l'entrepreneuriat ne s'intéressait pas vraiment. En tout cas, il y avait un manque sur le type d'entrepreneuriat que l'ADI observe. Donc, avec ce mot entrepreneuriat populaire, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce terme que Romain va définir après. Mais donc, il y avait quand même depuis plusieurs années cette réflexion de dire, mais en fait, on connaît l'entrepreneuriat, les startups, depuis plusieurs années, l'entrepreneuriat social. Il y a des études qui se sont développées autour de ça, l'entrepreneuriat territoire, mais l'entrepreneuriat populaire, l'entrepreneuriat qu'on observe, notamment chez les clients de l'ADI, mais aussi ailleurs, est assez peu est développé. On ne connaît pas les logiques entrepreneuriales, c'est un public qui est peu étudié dans la recherche académique. Et donc, avec ce questionnement, l'ADI a décidé en 2024 de créer l'Institut Maria Novak avec 3 objectifs principaux. Le premier objectif, donc l'Institut est nommé d'après Maria Novak, qui est donc la fondatrice de l'ADI, mais qui, en dehors d'avoir créé cette association, est quelqu'un qui avait, parmi ses multiples activités, une pensée économique et sociale très poussée, très intéressante et assez originale. Elle a écrit plusieurs livres qui la développent. Et donc, l'Institut aussi a cette volonté de continuer à faire vivre sa pensée, de continuer à réfléchir autour des réflexions qu'elle a amenées, des idées qu'elle a amenées. Donc ça, c'est le premier objectif de l'Institut. Et les 2 autres sont beaucoup plus liés donc, directement au concept d'entrepreneuriat populaire, avec un objectif de développer la recherche autour de ce concept-là, donc de réussir à le définir. Ce concept est plus une intuition, mais donc de réussir à bien définir ce qu'il est et de le comprendre au fil d'études académiques et de faire le pont entre la recherche et le terrain, donc de rendre ces études accessibles. Et donc pour ça, l'Institut, l'Institut n'est pas une personne morale, il est rattaché à l'ADI, mais il fonctionne de manière autonome avec un comité scientifique qui est présidé par Thierry Sibieud, professeur émérite à l'ESSEC, et qui est constitué d'une moitié de chercheurs, dont Romain, et une autre moitié d'experts autour de l'entrepreneuriat. Avec donc même dans le comité scientifique, cette volonté de toujours faire dialoguer le terrain et l'expertise terrain avec l'expertise des chercheurs.
Et la manière dont on fonctionne, c'est de mener des études en partenariat avec des chercheurs académiques. Donc, ce n'est pas nous, à l'Institut, qui faisons la recherche académique, mais à chaque fois, on trouve une équipe avec laquelle, qui souhaite bien travailler avec nous et avec laquelle on lance ces projets de recherche. Euh, Peut-être juste pour... donc, je vais maintenant laisser peut-être la parole à Romain, puisqu'il y a pas mal de choses à dire sur le concept de l'entrepreneuriat populaire, mais du coup, qui est notamment basé sur un position paper qui a été rédigé par le comité scientifique, et dans lequel, que je vais vous envoyer aussi dans le chat, que vous pourrez télécharger suite à cette présentation. Et Romain, je te laisse la parole. Merci beaucoup, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Oui. Bon, très bien. En quelques minutes, moi, je voulais structurer autour de 3 questions. Pourquoi ce concept d'entrepreneuriat populaire? C'est quoi? Et puis, comment on souhaite le développer? Alors, le pourquoi, tu en as déjà dit beaucoup, donc je vais peut-être juste compléter un tout petit peu. C'est effectivement des acteurs comme l'ADI, comme Up Entrepreneur dans le handicap, dans des réseaux comme Quartier d'affaires dans les quartiers de la ville, accompagnent beaucoup, depuis de nombreuses années, des personnes qui entreprennent dans des contextes de précarité ou de marginalisation. Et ce type d'entrepreneuriat échappe en partie, en tout cas, à d'autres concepts que l'on trouve dans la littérature et dans les actions des acteurs, bien évidemment. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat social ou de l'entrepreneuriat social et solidaire au sens strict, car la finalité n'est pas toujours collective ou sociale ou environnementale. Ce n'est pas non plus de l'entrepreneuriat informel, car certaines, et même la majorité des activités, c'est même un des objectifs, sont structurées et déclarées. Et ce n'est pas non plus un concept qui est très présent dans la littérature scientifique, l'entrepreneuriat de nécessité, c'est-à-dire on entreprend parce qu'on n'a pas d'autre choix, car il existe souvent une recherche d'autonomie et de reconnaissance. Alors je vous dis ça déjà, ça permet de préciser un peu ce que c'est, ou le positionnement, ou l'intuition que l'on a sur ce concept d'entrepreneuriat populaire. Donc c'est vrai que on a souhaité travailler sur cette notion d'entrepreneuriat populaire pour le rendre plus visible pour une partie de la population qui entreprend hors des circuits classiques, pour mobiliser des partenaires autour d'une cause commune. L'Institut Marie-Novak, comme tu l'as dit, est à la fois c'est un think tank, mais c'est aussi veut faire bouger les lignes des politiques publiques, de l'accompagnement des actions, et aussi du coup donner des outils aux acteurs de l'accompagnement et du financement pour mieux comprendre et accompagner ces dynamiques d'entrepreneuriat populaire. Alors, notre définition de travail, et on en est vraiment tout au début, c'est pour ça que nous, on était vraiment heureux de discuter avec vous, pas pour vous dire absolument voici ce que c'est et puis on n'en parle plus, mais au contraire pour enclencher le dialogue, parce qu'on va y travailler dans les prochains mois. Donc, une première définition, c'est un entrepreneuriat par et par moment pour les personnes qui sont souvent issues de milieux modestes ou marginalisés et qui souhaitent créer une activité pour améliorer leurs conditions de vie et gagner en autonomie. Voilà, donc voilà un petit peu le cœur, si vous voulez. Donc, ce n'est pas pour nous un entrepreneuriat de substitution, mais une forme d'initiative économique à part entière et qui est ancrée dans les réalités du territoire et social. Donc, il y a 3 briques constitutives. Tout d'abord, les acteurs, c'est des entrepreneurs qui disposent rarement d'un capital financier, académique ou social élevé, et leur force vient de la capacité à agir malgré les contraintes, avec souvent peu de ressources, mais qui peuvent compenser avec beaucoup de créativité. Et les formes de cet entrepreneuriat populaire peuvent être variées. Ça peut, et puisque là on va étudier l'ensemble, ça peut être des initiatives informelles, ça peut être des structures associatives, des entreprises individuelles, donc ça peut être de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. La deuxième brique, qui nous semble importante, c'est un ancrage territorial.
l'entrepreneuriat populaire se développe en lien étroit avec le territoire, qu'il s'agit d'un quartier urbain ou d'un village plus rural. Et dans tous les cas, cette proximité favorise la mobilisation du capital social local et la confiance pour pouvoir entreprendre, et qui, là aussi, compense potentiellement une absence de capital économique. Et le troisième brique qu'on a mis en avant, c'est les questions de la finalité. Alors là aussi, je vous en ai un petit peu parlé. La finalité peut être sociale, c'est-à-dire au service d'un objectif d'intérêt général ou collectif, pour une minorité ou pour une partie. On va étudier ça plus précisément. Donc là, on tend vers l'entrepreneuriat social. Et pour une partie, peut-être une grande partie, je ne sais pas, c'est une finalité davantage individuelle qui est pas uniquement pas uniquement de nécessité, encore une fois, mais autour de la notion de développer ses capacités, de recherche d'autonomie, d'indépendance, de valorisation de soi. Donc, l'objectif principal est économique, sans pour autant renier un impact social sur le territoire et avec cette dimension d'autonomisation qui nous semble très importante. Voilà. Donc, vous voyez, on a travaillé en fait cette notion à la fois pour commencer à lui donner des contours, pour il y a beaucoup de choses qui doivent être précisées, pour aussi la positionner par rapport à d'autres concepts scientifiques. Et je voudrais terminer pour vous dire comment on envisage de développer cette notion. Je vous le dis à vous parce que vous êtes des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et donc on sait bien qu'on cherche tous à agir, mais aussi à faire bouger les mentalités, les réflexions, parce que c'est ça qui permet aussi de contribuer à une meilleure société. Donc, cette construction va être, comme on l'a dit au départ, une construction collective et scientifique. Donc, avec un travail du comité scientifique, mais avec l'appui d'une thèse en chiffres qu'on est en train de lancer, qui va explorer plusieurs territoires, 2 ou 3, au moins un urbain et un rural, pour documenter ces trajectoires d'entrepreneuriat populaire, leurs motivations, leurs obstacles, et en particulier en termes de ressources et de nécessité d'accompagnement de ce type d'entrepreneuriat. L'objectif, et là aussi je le dis parce que moi je suis chercheur et je crois beaucoup et je milite beaucoup pour que les acteurs de l'ESS utilisent plus la recherche. Ça va nous permettre d'écrire des articles scientifiques pour asseoir la légitimité du concept, c'est très important, et du coup pour entrer en dialogue avec d'autres chercheurs, et du coup c'est souvent par là qu'ensuite redescendent les idées dans le débat public. Et également on veut produire des diagnostics territoriaux sur cette notion d'entrepreneuriat populaire, donc quelque chose de plus concret, plus opérationnel, plus dédié aux politiques publiques, qui seront utiles aux collectivités, aux acteurs de l'accompagnement, voilà, pour comprendre qu'est-ce que c'est pour pouvoir adapter ces politiques publiques ou ces méthodes d'accompagnement. Donc c'est assez concret, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de travailler au sein de l'Institut Maria-Novak ce concept, pour pouvoir, au-delà de mieux comprendre ce que c'est, agir de manière plus efficace. Donc je vous le disais, j'ai peut-être encore une minute pour lancer quelques idées, puisque on en est vraiment à la toute première phase de travail. On a, dans 1 an ou dans 2 ans, quand la thèse aura avancé, on pourra venir vous en dire plus. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui demeurent. La première question que je voudrais vous demander, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? La deuxième question qu'on se pose, c'est jusqu'où cet entrepreneuriat relève-t-il de la nécessité, et à partir de quand il devient un choix d'émancipation? Vous voyez, là, il y a quand même une tension qui nous semble importante et intéressante. Comment construire un écosystème d'entrepreneuriat populaire? Donc ça, c'est une vaste question, mais qui nous intéresse, et de travailler du coup avec d'autres partenaires et acteurs dont vous faites partie. Et puis, une question peut-être plus politique, je dirais, mais comment éviter que cet entrepreneuriat devienne un palliatif aux défaillances du modèle social,
au lieu d'être un modèle d'émancipation. Donc c'est aussi quand même ça qu'on veut garder aussi en tête. Merci Romain. Et ben, c'est parfait, tu as tenu le timing. T'avais dit. Bravo. Est-ce qu'il y a des premières questions ou réactions même par rapport aux 3 questions qui ont été posées par Romain? Je vois que Hervé essaye d'écrire, mais je ne sais pas. Vas-y Julien. Tu peux ouvrir ton micro. Vas-y. Oui, bonjour. Merci pour ces développements. Moi, je me demandais si dans votre approche, vous aviez pu essayer de resituer, contextualiser un petit peu socio-historiquement cette notion d'entrepreneuriat populaire, qui est pas quelque chose de complètement évident à assimiler comme ça. C'est-à-dire, on peut se dire que, enfin, pourquoi pourquoi les deux termes ensemble, en fait, et d'où ça vient? Est-ce qu'il y a une spécificité de l'époque moderne, on va dire, post-première moitié du XXe siècle, sur la difficulté pour les classes populaires à entreprendre? Est-ce qu'il y a une dimension de libéralisation de l'économie qui fait qu'on passe d'un statut voilà, de classe sociale de travailleurs à un statut de lutte des places où tout le monde est en concurrence avec tout le monde et où il faut faire son petit trou là-dedans. Enfin voilà, est-ce qu'on peut resituer dans l'histoire récente ou la grande histoire ce mouvement-là et comment vous interprétez la situation actuelle? Est-ce qu'elle est spécifique ou est-ce qu'elle est la résultante de tout ce mouvement socio-historique et politique, bien sûr? Merci C'est un peu beaucoup. large comme question. Oui, Mais... ouais, c'est large et c'est hyper intéressant. Alors, pour dire, non, nous, on n'a pas du tout travaillé ça, et donc on pourrait chacun donner notre analyse. Moi j'en ai une, mais qui n'est pas forcément plus fondée que ça. Donc, mais par contre, je pense que c'est très important, et donc moi, c'est aussi des questions qu'on va prendre en compte et qu'on prévoit de prendre en compte dans le cadre de la thèse. Même si ça va être une thèse qui va vraiment être assez opérationnelle, c'est très important, comme tu dis, Julien, de le recontextualiser et de voir cette évolution. Je pense que c'est vraiment important. Pourquoi il émerge? Vous avez compris, il y a une action assez proactive de la Fondation Marien-Novak d'aller sur ce sujet-là. Néanmoins, il ne faut pas s'il émerge, c'est aussi parce qu'il émerge ici, enfin, au sein d'acteurs qui connaissent très bien ce type d'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est un peu entre les deux. Mais je trouve ça hyper intéressant tes questions. Je sais pas, Alice, tu avais un élément, toi? Non, je n'ai pas autre chose à rajouter de plus là-dessus. Ok, non, mais c'est super. Merci en tout cas, Julien. Il y a une question dans le chat qui porte sur la démarche territoire zéro chômeur de longue durée. Comment est-ce que vous avez, j'imagine, identifié et comment vous pensez interagir avec eux? Et je rajouterai moi la question de est-ce qu'il n'y a pas de risque de confusion entre ce que eux essayent de montrer comme théorie justement de l'accompagnement de chômeurs longue durée et cette notion d'entrepreneuriat populaire, comment vous le positionnez par rapport aux deux? Merci. Alice, peut-être je sur le lien. Ouais. Alors pour l'instant, on n'a pas encore échangé avec eux, mais en effet, on les a bien identifiés. Et je pense que c'est tout à fait, ce serait très intéressant d'échanger avec eux et pour voir les frontières et les passerelles entre les deux concepts. Donc je pense que c'est tout à fait pertinent et merci pour cette Oui. remarque. Très honnêtement, moi, j'avais pas identifié ça tout de suite comme partenaire immédiat ou comme lien.
enfin, on n'en a peut-être pas parlé, mais je trouve ça aussi très pertinent. Parce que, alors, j'allais dire entrepreneuriat populaire. Effectivement, moi, je ne connais pas exactement est-ce qu'eux, ils développent un concept autour de cette notion d'entrepreneuriat, hein, parce que, bien évidemment, c'est territoire zéro chômeur, c'est autre chose. Mais moi, si j'entends, en tout cas, ce que j'interpréterais d'entrepreneuriat populaire appliqué à territoire zéro chômeur, ce serait l'entrepreneuriat des EBE. Enfin, peut-être que, je ne sais pas si c'est ça que vous aviez en tête, mais l'entrepreneuriat des entreprises elles-mêmes. Et donc là, si c'est ça, parce que nous, on est quand même sur la dimension entrepreneuriale. Hein. Moi, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, de dire, oui, on a entrepreneuriat populaire et l'élargir. Parce que, et Alice, vraiment, ouais, moi, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Et comment dire, un des enjeux, c'est aussi justement de ne pas réduire, et on est très vigilant là-dessus, et c'est de ne pas réduire l'entrepreneur populaire à, pour le caricaturer, parce que c'est jamais ce qu'on veut faire, mais à ce que fait l'ADI. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ou les entrepreneurs accompagnés par l'ADI uniquement. On souhaite essayer de voir dans quelle mesure ça peut être un mouvement plus large. Et donc, merci beaucoup. On n'y a pas réfléchi encore, mais c'est très pertinent. Il y a une autre question dans le chat de Véronique Thomas. Est-ce qu'il y a un lien établi ou potentiel entre l'entrepreneuriat populaire et les personnes en situation de handicap? Alors oui, puis tu peux compléter Romain, mais tout à fait, c'est tout à fait une dimension qu'on prend en compte et un public qu'on prend en compte. On a dans le comité scientifique Pauline Arnaud-Blanchard, qui est une des fondatrices de H-Up Entrepreneur. Et donc c'est tout à fait une thématique et c'est un sujet qu'on a tout à fait dans notre réflexion. Romain, est-ce que tu veux peut-être ajouter des choses Oui. là-dessus? Ouais. Non, mais complètement. C'est dans le scope, de l'action et du travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole là maintenant. Vous pouvez ouvrir vos micros s'il y a besoin. J'avais une question sur les CAE. Est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait justement avec l'encouragement? Parce que tu disais, Romain, qu'il n'y avait pas forcément une approche spécifique ESS. On est quand même ici au labo de l'ESS, donc on est quand même dans une volonté de promouvoir le modèle. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen ou un lien qui pourra être fait aussi avec l'encouragement au regroupement en CAE, ou c'est pas du tout lié au connecté? Oui, mais en fait, c'est vrai. Non, alors, moi, pardon, j'ai dit, c'est pas de l'ESS. Moi, je pense qu'on peut rattacher le mouvement de l'entrepreneuriat populaire à de l'ESS. Je dis qu'après, les acteurs, si on étudie les personnes qui entreprennent, il y a certains qui s'engageraient dans une démarche plus de type ESS et d'autres pas. Parce que mais donc ça dépend la focale que l'on regarde, si on regarde les personnes ou si on regarde le mouvement global. Donc, mais je pense que tu as raison, il faut pas exclure. Donc pour moi, ça ferait partie d'un des mouvements, bien évidemment, de l'ESS. Ça vient de l'ADI, enfin voilà, donc c'est clair et l'idée c'est d'y contribuer. Donc ça, tu fais bien de le redire, de le rappeler. Et sur les CAE aussi, très bonne suggestion. Je pense qu'on n'y a pas encore réfléchi de manière très précise, mais c'est excellent. Je pense qu'il faudra qu'on… Et c'est ce qui permet d'aller comprendre… Enfin, je pense qu'on va repérer ces acteurs, mais c'est là ce que vous dites donner, c'est super parce que voilà, on gagne du temps. Ces acteurs vont être vus quand on va faire ces diagnostics territoriaux. Parce que ces diagnostics territoriaux vont permettre de voir qui sont ceux qui entreprennent, et puis ceux qui accompagnent ou ceux qui travaillent. Donc moi, je trouve ça excellent. Et les CAE aussi doivent être incluses là-dedans pour voir les échos. Donc oui, très bien. On vous a dit, hein, on est très modeste, on est tout au début. Donc voilà, on voulait vraiment discuter avec vous. On a lancé ça il y a quelques semaines ou quelques mois. Hein, donc voilà. Le calendrier, justement, comment Oui, c'est quoi le calendrier? Oui.
Alors, donc là, d'ici la fin de l'année, on lance 3 études et on aura un événement d'ailleurs, donc ça tombe très bien, ça me permet de faire le lien. On a un événement le 10 décembre qui aura lieu au CNAM à Paris. Je vous ai mis le lien dans le chat au début de la séance et vous êtes les bienvenus. Ce sera le 10 décembre le matin. Et ce sera l'occasion justement de revenir sur tout ce un peu les bases et donc rapidement sur le concept de l'entrepreneuriat populaire et le position paper, et aussi ensuite de le faire dialoguer avec une table ronde et des entrepreneurs qui seront présents. Et on remettra aussi le prix Maria Novak. Donc on a lancé cet été un prix pour valoriser 3 travaux de recherche, une thèse, un article scientifique et un mémoire qui tous éclairent un aspect de l'entrepreneuriat populaire. Et donc, pour voir les travaux qui étaient déjà faits sur ce sujet-là. Donc, donc on les présentera à cette occasion. Et donc, ce sera une manière de commencer à rentrer dans le concret avec des exemples de ce qu'on entend dans l'entrepreneuriat populaire. Et on annoncera aussi, du coup, à ce moment-là, les 3 projets de recherche. Donc, il y en a un dont Romain a parlé. Il y en aura un autre autour des slashers, donc les personnes qui ont plusieurs activités en parallèle. Et un autre projet autour de l'entrepreneuriat informel. Parce que, comme disait Romain, ce n'est pas que l'entrepreneuriat informel, mais il y a un moment où ça peut se rejoindre. Et donc, on s'intéresse aussi à cette question. Donc ça, c'est un peu le calendrier, c'est le lancement de ces 3 projets et cet événement qui va un peu faire le bilan de cette première année et lancer la deuxième année de l'Institut. Une autre question. Je vois qu'il y a Florence Saustier et Florent Laboulé qui est en train de... Peut-être vous pouvez, Florence, tu peux peut-être ouvrir, poser ta question ou faire ta remarque en micro. Super ça. Julien, tu peux peut-être la poser. Ouais, Parce que sinon, c'est ça va bon, être trop- je peux c'est bon. Oui, bonjour. J'étais en train d'écrire parce que je suis membre d'une CAE, je suis membre de Copanam. Et ce que j'étais en train d'écrire, c'est que oui, ça me semble très pertinent d'intégrer effectivement les CAE au champ de recherche d'entrepreneuriat populaire, en prenant en compte le fait que si la structure est une structure entrepreneuriale, et que la démarche d'un individu, donc en tant qu'entité, mais individuellement, chaque membre de la CAE a une démarche entrepreneuriale, mais dans le projet politique et dans la réalité aussi administrative, juridique, économique, elle procure à chacun de ses membres un statut de salarié en CDI. Et donc là, justement par rapport, comment dire, la suspicion qui pourrait être portée sur l'entrepreneuriat populaire, est-il un moyen, en fait, finalement, de dédouaner le modèle social des protections, etc. Bref, vous avez tout compris. Est-ce que, justement, vous rapprochez des CAE et des CAE qui ont des projets extrêmement politiques comme Copenhague, ça ne peut pas être intéressant parce que, justement, là, il y a un lien très fécond, de mon point de vue, entre entrepreneuriat et salariat. À la fois la démarche économique et la protection toutes les protections liées au salariat, et en particulier le CDI, qui est la protection phare. Voilà, je ne développe pas plus, mais je trouve que c'est politiquement extrêmement fécond. Voilà. Mais ça, c'est super parce que ça permet là de... Alice, moi, je ne sais pas est-ce que vous avez déjà, par rapport au CAE, des... Oui, alors, il y a juste une dernière chose, mais ça, je pourrais le transmettre à Alice. Donc, le Copanam et d'autres CAE, on est dans une démarche aussi de recherche. On a un institut de recherche qui s'appelle la Manufacture. Et donc, on dit souvent qu'on est donc des mutuelles de travail, pas simplement des CAE, c'est le terme. Et justement, ça a été c'est en train d'être théorisé parce qu'il y a des thèses, etc. aussi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vous mettre en lien, effectivement, avec nos chercheurs, en particulier Stéphane Veillère, etc., pour échanger d'un point de vue théorique et politique sur ce sujet.
Génial. Bah, là, ça y est, on n'a pas perdu nos 30 minutes là. Merci beaucoup. Ouais. Donc, avec Alice et moi, ça me passionne. Très bien. Bon, Je bah, vais très vous bien. email dans le Voilà, chat. je Non, ne non, non, voulais pas trop apparaître, mais voilà, je fais coup pour dire que voilà, je suis très contente si ça a servi à on ça. accélère. On aurait fait la connexion, mais un peu plus tard. Là, on fait de l'accélération, donc c'est super. Super. Peut-être, vu qu'on avait commencé un peu en retard, on peut prendre une dernière question. Dans le chat, il y a Julien ou Florian. Peut-être Julien, ou tu as besoin d'une réponse très rapide à ta question sur l'écosystème, sur d'autres structures qui travaillent. Alors, Dans- peut-être que ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est une des questions qu'on soulève. C'est un peu ce que disait Romain en présentant le concept, c'est qu'un du sujet qu'on aimerait bien comprendre, c'est justement comment construire un écosystème autour de l'entrepreneuriat populaire et donc voir l'existant, voir ce qui aurait besoin d'évoluer. Mais donc on est encore une fois encore au début de cette réflexion-là, mais ça fait partie des questions qu'on se pose. Et puis peut-être pour répondre rapidement à Florian, je pense que sur donc, le fait la question c'était comment comptez-vous intégrer à votre analyse des pratiques entrepreneuriales populaires l'interaction avec les discours publics et les incitations économiques qui tendent à faire de l'entrepreneuriat une solution privilégiée de sortie du chômage et de la précarité, pas toujours de façon positive, avec entrepreneuriat choisi suivi. Alors c'est tout à fait, c'est pareil, ça rejoint un peu ce que disait Romain au début, mais nous, notre idée, c'est de sortir aussi justement des postures et des idéologies. On en a bien conscience et on les prend tout à fait en compte, mais c'est justement d'aller d'observer ce qui se joue vraiment sur le terrain. Donc avec cette approche, c'est l'intérêt de cette approche scientifique, de se dire, OK, donc il y a des idées, l'entrepreneuriat va être utilisé d'un côté et de l'autre pour servir certaines idées, mais on voudrait savoir vraiment ce qui se joue réellement. Et donc, on a ces idées, ces discours dans notre réflexion, mais on essaie aussi d'en sortir. Et ce que je voulais dire, c'est ça, j'en avais conscience, mais ce serait intéressant que ce soit en soi un objet de recherche, que de voir comment ces personnes, elles sont prises dans ces discours, et y compris dans leurs pratiques, comment elles reçoivent et elles gèrent en fait cette tendance, enfin ce mélange entre ce qu'elles veulent développer, des incitations qui viennent, qui doivent se traduire aussi par des formes d'accompagnement, je pense, qui peuvent parfois être questionnables. Enfin, comment elles le vivent en fait cette interaction entre ce qu'elles veulent faire et ce qui devient un peu normatif de l'extérieur, quoi, en tant qu'objet de recherche même. C'est une très bonne remarque. Très, très bonne question à soulever. Je ne sais pas si Romain, tu veux rebondir là-dessus, mais Non, non, mais je suis tout à fait intéressant. d'accord. Tout Ouais, à fait d'accord. très, très intéressant. Comme dit Romain, merci beaucoup, ça nous fait avancer beaucoup. Eh ben, c'était tout l'objet des 30 minutes, en fait. C'est vraiment un temps d'échange qu'on veut très horizontal aussi. C'est bien l'idée du concept de ce format entre les membres du labo de l'ESS, c'est de voir aussi comment, entre vous, qui êtes adhérents du labo, vous pouvez aussi échanger et interagir et enrichir chacun vos idées ou vos projets. Donc, si vous avez trouvé des idées, c'est super. Pour les personnes en ligne, si vous avez des questions ou des remarques qui viennent toujours après coup, vous avez le lien mail d'Alice qu'elle a mis dans le chat, mais que je pourrais vous renvoyer si c'est nécessaire. Voilà, maintenant nous avons fait nos 30 minutes. Merci beaucoup à tous d'être connectés. Nous enverrons, je pense, bientôt le replay dans quelques semaines, dans quelques jours. Merci Et beaucoup. merci, c'était le dernier 30 minutes de l'année. Là, nous préparons déjà plusieurs sujets pour 2026, donc n'hésitez pas à nous suivre de près, suivre les prochains numéros. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Anne-Mélie. Merci. Hein. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.